On n'entre pas n'importe comment, avec une caméra, dans une cité dite de non-droit. Il faut d'abord laisser les gens se montrer comme ils aiment être vus. Zach et ses copains des mauvais gars du son tiennent cette cité. Ils ne savent parler que le rap. Alors ils ont loué eux-mêmes le matériel de cinéma pour que nous tournions leurs clips. Question réalisme, c'est assez expressif. Un son patte qui te fait sursauter ton bec. C'est les comptes de la street. Rien que ça se traite, les règles sont strictes, mais pourtant ça se pète. Oh shit, et si t'as pas de chat, tu chutes pour des histoires de chou. Les frères se sautent dessus, veulent tous avoir le dessus. T'es le genre de mec qui reste en dessous. J'étais déçu, pourtant y a pas de décès. Tu boudes comme un môme privé de dessert. Du haut de ton trône, faut que je te descende. Pas besoin de dessin, j'ai besoin d'essence. Pour que ça crame, faut que ça crame. Pas le temps de se la faire crème, je plonge dans le crime. Et si mes textes, tu veux pécho, évite les chromes. Gréwa et mon bassin, bouge ton bassin. Ligne de criminel qui te la sec au-dessus du bassin. Assassin, y'a assassin au mic, faut qu'on se démarque. Donc je laisse des marques comme un marqueur. Je suis un sniper, je te monte à la tête tel un film de Wesley Snipes. Un son bas qui te fait sursauter ton bec. C'est les comptes de la street. Rien que ça se traite, les règles sont strictes, mais pourtant ça se pète. Oh shit, et si t'as pas de chat, tu chutes pour des histoires de chouette. Mauvais garçon, mauvais, c'est ZACK qui représente les mauvais garçons. Mauvais garçon, mauvais, c'est ZACK qui représente les mauvais garçons. Mauvais garçon. C'est ZACK qui représente les mauvais garçons. Je rappe pour les lovés, je représente les mauvais garçons. Pas le temps de lever, je représente les mauvais garçons. Quand les pouvoirs publics se rendent sur place, ils ont leur propre sens de la mise en scène. Chargés de communication et voitures avec chauffeur restent dehors. Il est 9h du matin, les mauvais gars du son dorment encore, la tournée peut commencer. Ça va, c'est pas trop difficile pour vous? Non, ça va. Je vous remercie. On va essayer de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Hein, là, je vous en remercie pour améliorer les choses, pour que tout le monde vive un peu mieux. Vous voulez que j'aille avec vous? Bah, je sais pas, monsieur le maire connaît bien, hein, c'est peut-être pas la peine. Si vous êtes occupé, si vous êtes non, occupé. mais je peux venir si vous voulez. Voilà, on fait juste un petit tour. Prenez un manteau parce qu'il fait pas chaud, tout de suite. Ah ouais, c'est le fameux bâtiment. Alors, c'est le fameux bâtiment. Alors, les cages, là, Ils ont été construits en quelle année, ceux-ci? Ça En quelle année? 1960. On vous signale tous les incidents. Ah oui, oui. Sans j'en mettre aucun. Là, tous les appartements sont occupés, monsieur le maire, ou pas? Ah oui, on a acheté Tout pas est mal. occupé, là, Avec hein. des locataires qui sont satisfaits de la situation. Ils sont satisfaits de leur situation. Vous aurez pris des patins à roulettes, ça aurait été... Ah, pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'ils voient? Pas grand-chose. Et voilà. Hey, ma copine. Ça va, ma copine? Ouais, ça va. Ça va, Fatima? Ça va? Ouais. Bienvenue au pire du pire. La commanderie, petite résidence bourgeoise, devenue au fil du temps favela, cachée au fond de l'agglomération de Creil, dans la petite ville de Nogent-sur-Oise. Ici vivent 2000 personnes, 89 nationalités, rongées par la violence, la peur, la haine. Un ghetto. On croyait ça impossible en France. Comment une telle chose a pu arriver ? Fuyons les mises en scène, celles des pouvoirs publics comme celles des gangsters rappeurs. Pour comprendre, il nous fallait un passe-droit. Le nôtre s'appelait Marie-Lou Chivilo, la gardienne, l'ange, la maman du ghetto. La commanderie, j'écoute. Bonjour. Moi? Oui. Comment je suis incroyable? J'ai pas dormi cette nuit, mec. Marie-Lou passe son temps à réparer les dégâts. Aujourd'hui, c'est un de ses chouchous, Karim, qui explose. Logique. Il vient d'apprendre qu'on le recherche pour un braquage en bande. Karim a toujours eu un grand respect, un tas de vis-à-vis de moi.
Il m'a toujours, si j'avais besoin de quelque chose, des timbres, de trucs comme ça, il était le premier à partir aller les chercher. Je pouvais très bien le laisser là, avec mon sac que je fais là, comme tous les jeunes viennent. Ils m'ont jamais touché mon sac avec les portables et tout ça, et tout ça. Comme beaucoup de mamans, celle de Karim laisse faire la gardienne. Dans la loge, Claire, la vieille copine de Marie-Lou, râle à sa place. C'est ça. On est très content parce qu'on peut pas faire autrement. Depuis le temps que je suis là, moi, ça fait 37 ans que je suis là. Moi, j'ai jamais eu aucun problème, d'accord? Mais il y en a d'autres qui ont eu des problèmes. Comme partout, hein, il y a des jeux, des bons et des mauvais, mais moi, j'ai pas de problème avec les jeunes. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, j'entends et je n'entends pas, je n'entends rien, j'ai rien vu, ça ne me regarde pas. Alors, j'ai pas de problème. Non, il est mal. Il est énervé. Non, il est mal. Mais je l'ai jamais vu comme ça, il est en colère, là, ce matin. C'est pas de la colère, il a de la tristesse et de la colère en même temps. Il est mal. C'est ma chère fille, elle arrive, elle trouve la porte. Maman. Ah, il a fait quelque chose. Attendez, ne filmez pas parce qu'il peut être violent. Ça y est, Karim a dérapé. Et c'est plus fort qu'elle. Marie-Lou calme, soigne les bobos et offre les cigarettes comme d'autres des bonbons. Ancienne infirmière psychiatrique, elle a peut-être trouvé là un sens à sa vie. Et au C4, ils n'ont toujours pas de... Ah ouais, C4, pas de télé. E3, une moitié qui marche pas. E4, pareil. Bonjour madame, Bonjour. Bonjour. Ça va? Voici Éric Lopi, alias Bleudia, un des chefs des scouts, la bande star qui contrôle la commanderie. Au début, on n'osait pas leur parler. Leur réputation faisait pâlir tous nos interlocuteurs dans l'agglomération. Et puis on s'est expliqué. Ils ont compris. On n'était pas là pour les juger. Mois après mois, ils se sont ouverts. Avec Ibé, le leader spirituel, et Zach, le meneur en force, ils rassemblent une trentaine de jeunes de la cité. Marie-Lou les a tous vus naître. Si la commanderie était presque à nous, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. On a dû se replier. Tu vois ce que je veux dire? On s'est enfermé dans la commanderie et malgré tout, on savait que maintenant on n'avait que ça à faire de rester là. Elle essayait de faire quelque chose quand même pour nous, de nous laisser, par exemple, même devant son bâtiment. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Elle nous laissait quand on savait qu'on avait des caves, quand on faisait des squats, quand on était petits dans les caves, on faisait des locaux là, dans les caves. Elle savait très bien. C'est pas comme t'as vu en principe. Et elle nous connaissait très très bien. Les concierges ou les gardiennes, ils ont des. Elle nous connaissait très très bien. Elle nous connaissait très 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 bien. Elle savait très très bien de quoi on était capable, de quoi et tout. Elle nous connaissait parfaitement. Sous écrou et tout s'écroule, mais là où tout s'écrit, pendant que ça crise et ça crie, on croque dans la viande crue en temps de crise. Mais qu'est-ce que tu crois? Mes frères se battent pendant que le spliff me sapote fuir. Même si je dois y laisser ma paire de sapotes, les flics veulent me cuire, me ramasser à la petite cuillère. Faut que je les gueule là, faut pas que je me gueule là. C'est nos gens créent, city plage, là où ça plonge dans la même galère. Parlons du maire qu'on se marre. Je nique sa mère et son père et espère être le pire de ses cauchemars. Je rêve de cauchemar. Ouais, c'est moi qui appelle sur ton portable. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Éric fait le lien permanent avec les scouts qui vivent désormais en dehors de la commanderie. Un rôle d'ambassadeur très important pour la cohésion de la bande. Les scouts sont en guerre depuis 10 ans avec les bandes des autres quartiers.
Il y a eu un mort chez eux, Junior Castello, lardé de coups de couteau dans une soirée il y a 5 ans. Il fut effectivement une période où on a vécu pas mal de choses, on a enchaîné des moments les uns sur les autres, mais je sais pas, hein, c'est pas des choses extraordinaires, hein, c'est la violence. Hein. La plupart des choses, c'était la violence, et puis voilà. Bagarre, bagarre, violence, violence, bagarre, violence. Comme tu dis, le feu. On le voulait pas toujours. Oh, on l'a pas toujours voulu, mais c'est ça, la réputation, l'histoire de délire de l'équipe, tout ça et tout. Prison, prison, prison. Prison, 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 prison. Malheureusement. Voilà. C'est pas un genre comme des cons, tu vois. Je saute à personne et j'aurais jamais voulu faire, mais voilà quoi. Tiens, les pompiers. Qu'est-ce qu'on a voulu faire disparaître aujourd'hui? Je sais pas, je pense qu'ils ont dû déboîter une voiture. Hein? Parce que quand je les ai vus pousser la voiture, ils allaient rentrer sur le parking. C'est-à-dire, ils ont fait le long où on a passé tout à l'heure, le long comme ça. Puis à un moment donné, un peu avant la chaufferie, ils allaient tourner sur la pelouse pour aller sur le parking du E et du G. Alors j'ai crié, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là, avec cette voiture? Alors ils ont continué, et puis tout d'un coup, on a vu la fumée. Bon ben, ils ont mis le feu. Ça, ils ont pris des pièces qu'ils avaient besoin, et puis voilà. Quoi faire? Le business des voitures, du vol à la retape, est la première source de richesse du quartier. Toute l'agglomération le subit, et beaucoup en profitent. Les pièces détachées font tourner les ateliers clandestins. Un marché qui fait vivre 15 familles, au bas mot 60 personnes. Mais comme là avant, c'est propre, mais comme quoi qu'ils ont stocké les pièces volées. Vous voyez? Mais le gars là, maintenant, il est en prison. Voilà. Ils ont tout volé dans le temps, mais maintenant, quand je mettais un chien là-dedans pour juste que les chiens qui protègent. Sam a la réputation d'être le meilleur mécano du coin. Regarde, non, il est attaché. Hein. Mais le gardien de son atelier clandestin n'est pas assez méchant. Il se fait dépouiller régulièrement. Sam en a marre. Il a voulu nous montrer le dessous des cartes. Il sait le endroit, mais il ne veut pas entrer là-dedans. Il sait. Chaque fois, j'ai prévenu pour que la police qui vient. Là-dedans, il y a la drogue, et puis il y a le... il y a la drogue, et puis il y a le bécane, tout ça. Regarde, tout ça, ils ont brûlé encore, là. Vous avez vu? Tout ça, ils ont brûlé. Attends-moi là, je vais essayer de passer là-bas, et puis je vous prédis. Voilà, attends, le concept, il va venir, là. C'est lui, les concepts, là, comme on dit, là. Voilà. Il est là, le grand mécano. Oh, pas de problème, voilà, la voiture. Voilà, équipe de commanderie, quoi. C'est des patrouilles. C'est des patrouilles. Zach, le meneur en force, arrive au bon moment. Serions-nous trop curieux ou un peu parano? Sam, le mécano, nous rappelle que le nom de leur bande, Scout, signifie « ferme-la » en arabe. C'est ça la commanderie. Un territoire où le pouvoir appartient aux bandes. Ils font peur à tout le monde. Pourtant, aucun d'eux n'a créé le ghetto.
ils en sont juste les enfants. Des bandes, il y en a toujours eu. À la fin des années 50, on les trouvait, comme partout en France, autour des premiers flippers, près de la gare, au son du rock'n'roll. Ce temps où les balles et fêtes foraines se terminaient au cran d'arrêt. On les appelait les voyous. Pour cette nouvelle terreur, une nouvelle expression, délinquance juvénile. La commanderie a été pensée et construite en réponse à cette peur, le plus loin possible du centre, des jeunes et de l'agitation de la ville. Les classes moyennes méritaient la tranquillité. Un appartement confortable dans un ensemble harmonieusement équilibré. Aménagé pour le plaisir des yeux dans un cadre de calme, d'air et de lumière. Voilà ce qui vous est proposé pour un prix très inférieur à celui d'un pavillon et qui vous enrichira d'un patrimoine dont la valeur ne pourra se déprécier. Il y avait des massifs de roses. Tu sais qu'il y a combien de gens qui sont venus se faire photographier devant le massif, devant les massifs. Ici. Oui, ici. Où il y a le terrain? Non, de l'autre côté. Vers les parkings. Vous savez, il y a tous les parkings de cars et de voitures. Derrière. Oui. Il y a des quantités de gens dans une réunion familiale, comme vous pouviez le faire, peu importe, où les gens venaient se faire photographier devant les massifs de roses. C'est autrement grave que de voir des voitures cassées. Hein. Maintenant, ça a changé. Hein. Ça a changé. Parce qu'il ne s'agit plus rien. Hein. Attends, il y a des voitures cassées. Maintenant, les voitures cassées, ben, les gens peuvent se faire photographier devant, mais c'est quand même moins beau qu'un massif de roses. Hein. On est arrivé, c'était en chantier. C'était en construction. C'était en construction, il n'y avait pas de chemin, c'était dans la terre, c'était tout. Mais arrivé, progressivement, ça s'est... On a emménagé avec des bottes, hein, parce que ah, ça, oui, c'était pas fini. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait pu être vraiment les mieux de la région, finalement. Hein. La commanderie, c'était carrément une résidence. Il y avait les pelouses partout. Très propre. Des rosiers partout, tout interdit de monter sur les pelouses. Interdit d'étendre du linge. Bon, après 10 heures le matin, interdit d'étendre du linge. De secouer son draps. Secouer quoi que ce soit, c'était strictement interdit, sauf il y avait des amendes. Voilà. La commanderie est sortie de terre en 1961, à l'époque où la France, en pleine expansion, bâtissait les villes nouvelles à la campagne. L'État gaulliste aménageait le territoire et le général, en tournée d'inspection dans l'Oise, en savourait la douceur. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, ce n'est pas dans la catastrophe, ce n'est pas dans le malheur, ce n'est pas dans l'angoisse qu'il m'arrive de parler aux Français. C'est au contraire dans cette période de paix, de développement, de progrès à tous les égards, matériel, social, national, dans cette période aussi de considération internationale qui est maintenant donnée à la France. Le train du général passa par Creil, où l'on construisait un gigantesque bassin d'industrie avec d'immenses cités dortoirs pour y loger les ouvriers. Le préfet planifiait tout. Nous pensons que la Picardie dans son ensemble, et l'Oise tout particulièrement, est particulièrement bien placée pour contribuer au desserrement de la région parisienne. Ce desserrement est une nécessité maintes fois démontrée, évidente à tous maintenant. J'entends bien que la politique d'aménagement du territoire souhaite placer de la façon la plus périphérique possible, en tout cas la plus septentrionale en ce qui nous concerne, les aménagements lourds qui doivent sortir de la région parisienne. Mais l'Oise, sur ce trajet, ne doit pas être oubliée. Je pense qu'il y a là, pour le travail de l'homme, un cadre tel qu'on peut le souhaiter à l'horizon 85, où se place volontiers notre économie. Pour le village de Nogent, le plan était mité. Le passage à la modernité, l'eau chaude,
et le chauffage central pour tous s'est fait à coup de spéculations immobilières délirantes. La commanderie était une escroquerie. Les nouveaux propriétaires, endettés pour 15 ans, se retrouvèrent piégés. Le premier malheur de la commanderie porte un nom, ses promoteurs. Le promoteur principal, quand ça a été signé, payé, il n'a pas fini les travaux, puis il est parti. Puis un beau jour, on n'a plus vu personne. Et puis terminé. Et je vous dis, il est parti environ, parce qu'on n'a jamais su les comptes, de 500 millions de centimes, et il est parti en Israël. Et en Israël, en 60, vous savez peut-être qu'il n'y avait pas le droit d'extradition. Il n'avait pas signé l'accord. Donc, c'était pas la peine d'insister. Hein. Pour finir les travaux, on augmenta les charges. Une dette apparut, s'accumula, puis explosa. La commanderie fut placée en redressement judiciaire au début des années 70. La spirale de l'effondrement commençait. Le problème ici, on est copropriété privée. Ça n'a rien à voir avec comme les HLM. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, tu as des appartements. Chaque appartement a un propriétaire. Soit il est bailleur, soit il est occupant. Ça n'a rien à voir avec les HLM. Et puis, il y a eu un laisser-aller. Les propriétaires commençaient à ne plus payer leurs charges. Alors, quand on ne peut plus payer les charges, on ne peut plus payer les ouvriers. On ne peut pas entretenir une résidence. En ce temps-là, personne ne parlait des immigrés. Ils étaient parqués dans des bidonvilles, autour des usines du coin, et personne ne les voyait. Un problème invisible n'est plus un problème. Il suffisait pourtant de les écouter pour savoir ce qu'ils voulaient. On n'est pas venu pour rester, pour s'installer, on est venu pour travailler. Alors on repartira. Il se peut que tous ne repartiront pas. Il s'en trouvera qui repartiront, d'autres que la mort pourra surprendre, d'autres qui resteront pour leur plaisir. Et maintenant, si on veut nous aider, c'est d'accord. Le père d'Éric, comme tous ceux des scouts, était venu en France avec le même but, se faire suffisamment d'argent pour réussir une nouvelle vie au pays. Des rêves de jeune homme qui croient en la vie. C'est alors que les milieux économiques poussent à changer les lois. Au dossier de l'écran, Francis Bouygues vient l'expliquer. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité. Et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors, si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors, si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc, là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. En attendant, il faut bien les loger. Mais où? À la commanderie, les petits propriétaires ont fini par rembourser leurs emprunts. Ils se dépêchent de vendre au premier gogo venu. Des annonces fleurissent dans tout Paris. Elles attirent les premiers immigrés stabilisés, ainsi que des jeunes ménages parisiens chassés par l'envolée des prix de l'immobilier, comme Marilou. Je vivais dans un tout petit appartement à Paris. On avait, je sais pas que ça me plaisait tellement de venir ici, mais bon, on a acheté au E. J'avais dit tout de suite quand j'ai vu la grande barre, j'irai jamais là-dedans. Mais j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière. J'ai vu que quand j'ai emménagé.
suis arrivée par derrière, toi. Quand je suis allée chez le notaire, on nous a un peu dégoûtés. On voulait nous empêcher. Enfin, on nous a fait comprendre qu'il fallait pas acheter, quoi. Et à l'époque, il y avait 6 millions de dettes. Tu vois? Et on a trouvé, bon, mon mari trouvait que c'était plus grand ici, tout ça, donc on s'est installé ici. Mais au départ, quand je suis allée faire changer ma pièce d'identité, la police m'a dit vous n'auriez jamais dû venir ici, vous ne connaissez pas. Et ça m'a choquée. Je me demandais pourquoi. Les épouses des travailleurs immigrés, elles, débarquaient directement d'Afrique noire et du Maghreb. En France, tout le monde se persuada qu'elles accédaient au paradis. Elles ne pouvaient être que ravies. Personne ne pensa leur demander leur avis. Forcément heureuses dans ces quartiers sans racines, sans ressources, sans même parler la langue locale. Madame Lopi, la mère d'Éric, a débarqué du Sénégal rejoindre un homme qu'elle avait connu l'été précédent sur une plage de Dakar. Elle était venue presque fin 63 pour travailler, comme tout le monde, pour gagner leur vie. Et puis en 74, ils étaient venus en vacances avec son grand frère. C'est là qu'on se retrouvait comme ça et il m'a demandé la même ma famille. On s'est mariés. Une belle histoire. C'est comme ça. Quand j'ai arrivé à la commanderie, le quartier, j'ai pleuré parce que j'ai vu que le quartier, c'est pas pareil. Au début, oui, j'ai préféré de rester au Sénégal, mais comme je commençais à... Mes enfants, ils sont tous nés ici, je commençais à construire ma vie avec les enfants, tout ça, et grandi ici. Ils sont nés ici, grandi ici. Quand j'ai vu comment était la France, je voulais retourner. Comment élever sereinement ses enfants quand on se sent nié, anéanti, sans cours d'alphabétisation, sans formation au fonctionnement de base du pays d'accueil? Personne n'y a pensé. L'intégration était censée se faire par les seules vertus de la République, universelle, donc suffisante pour tous, et par l'enrichissement de chacun. Au début des années 80, le père d'Éric, M. Lopi, découvre, mais un peu tard, qu'il vit dans une arnaque immobilière. Comme tous les futurs parents des scouts, il se retrouve à son tour écrasé par des charges. Allez, à tout à l'heure. À l'époque, il travaille dur à Saint-Gobain. Ça m'a fait. Et j'arrive là. En 1984, son usine ferme, mettant sur le carreau 1500 ouvriers. Bah, je travaille à la chaîne pour faire les... Ça, c'est la laine de verre. Je travaille dans les fours, quoi. On appelle ça le four. Parce qu'à la chaîne, ça vient avec les panneaux arrivent par les tapis. Nous, on avale, on mettait dans les sacs, emballage. Voilà. Le papa d'Éric ne retrouvera du travail qu'à Paris, à 60 km, comme technicien de surface. Debout à 4 heures, rentré à 21 heures, Éric et ses frères grandiront sans lui. Nos parents, faut dire ce qu'il y a, ils parlent pas bien français. C'est pas comme, par exemple, on va dire, une personne, ses parents ils parlent bien le français, ils ont eu des études, et il va rentrer chez lui, son père va prendre le cahier, il va lire, il va dire, ouais, voilà, il y a ci, il y a ça, il va lui expliquer. Nous, nos parents ne pouvaient pas nous expliquer. Et nos grands frères, déjà, on va dire, mes grands frères n'ont pas beaucoup d'âge de différence avec moi, donc on va dire c'était à peu près la même chose. Donc voilà, quoi. Qui pouvait m'aider? Personne. Personne ne pouvait m'aider. Je rentrais à l'école, j'allais à l'école, je ressortais, je rentrais chez moi. T'as des devoirs? Non. Bah vas-y, je sortais dehors. Puis voilà, c'était comme ça que ça se passait. Je te donne ce que j'ai là pour le moment, mais il faudra revenir quand même, hein. D'accord? Parce que j'ai pas fini. T'as pas de lettre pour camarade? Ça, c'est pour grand-mère? Ouais. Non, jeune homme. Non. Merci. Madame, comme d'habitude, c'est du collège, je vais les cacher. Tu vois? C'est à ça, là? Ouais, comme ça, regardez. Regardez bien. Quel pot d'arrant, celui-là. Ah bah ouais. Au revoir.
si les parents ont une lacune dans la lecture de la langue et tout ça, souvent ce sont les enfants qui lisent les lettres, qui lisent le courrier. Donc pour moi, ils peuvent aussi, comment t'expliquer, tourner les désavantages qu'ils ont, eux, par exemple à l'école ou au collège, etc., en le tournant à leur avantage sans en parler aux parents. Tu vois, malgré que tu leur fais des leçons de morale. Oui, parce qu'à la limite, ils te disent que ça ne te regarde pas. Même si tu leur fais des leçons de morale. Où ils te disent, oui, je suis conscient qu'il ne faut pas faire ça, etc., etc. Mais ça n'empêche pas qu'ils continuent quand même. Adapter l'homme à la civilisation urbaine, c'est l'un des thèmes favoris de réflexion de François Mitterrand. Il a écrit souvent là-dessus. Et le président de la République l'a encore montré cet après-midi à Creil, dans l'Oise, en compagnie du ministre de l'Urbanisme, Paul Quillès. Creil, dans l'Oise. Fermeture d'usines, habitat pourri, famille cassée, intégration ratée. Le rêve des planificateurs gaullistes se transforme en cauchemar. De redonner une valeur urbaine. Aujourd'hui, François Mitterrand ne se rend pas sur le terrain. Il veut rencontrer les équipes chargées de réaliser ces 22 projets. C'est la première fois qu'elles se réunissent et le président est venu entendre les explications des architectes, des urbanistes et techniciens des villes concernées. Leur objectif, équilibrer la composition humaine des quartiers, prévenir l'insécurité et développer une véritable vie sociale dans les banlieues. On passe de la délinquance juvénile à la violence urbaine. C'est l'époque des rodéos nocturnes et de l'autodéfense. Il faut maintenant gérer une poudrière. Reconcevoir la ville, c'est la rendre habitable. Y créer toutes les chances d'équilibre, d'épanouissement et de bonheur personnel. Et l'on sait bien que l'appartement, l'immeuble, la maison, la place, l'arbre, la route, l'environnement, tout cela représente une donnée parmi les plus fondamentales pour l'équilibre de l'individu dans ses cellules naturelles, sa vie de famille, sa vie de quartier, sa vie de métier. Toute l'agglomération de Creil est décrétée zone prioritaire. Panique chez les derniers propriétaires bourgeois de la commanderie, qui se sentent socialement rabaissés. Ils vendent les derniers appartements à de gros spéculateurs. Ils y logent à prix d'or les familles immigrées recalées par les HLM. Pour accroître la rentabilité, les marchands de sommeil ne payent aucune charge. Le délabrement de la commanderie s'accélère. Plus personne ne respecte les parties communes, laissées à l'abandon. Les futurs scouts, eux, passent de la primaire au collège et découvrent la puissance de la rue. On était jeunes, c'était un peu vers les âges de 12, 13 ans, 14, 15 ans. On cherchait la merde, il n'y avait rien à faire. Quelqu'un de 10 ans de plus que toi, je sais pas, moi, t'as 14 ans, un mec de 24 piges, il vient, il dit ouais, nanani, tu me ramènes ce truc-là, t'inquiète, c'est vite fait, je te donne 500 francs. Tes parents, ils t'ont jamais donné 500 francs. Il y a l'engrenage aussi. C'est par rapport à ça que, voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait aussi. C'est la facilité. À 12-13 piges, il y a des choses que tu fais, t'es pas... 5 ans plus tard, tu dis, putain, j'arrive pas à croire que je faisais des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, c'est par rapport à ça. Vers 12-13 piges, 14 piges, 15 piges ou 16 ans même, pour moi, je sais pas, t'es pas conscient, tu vois. Les plus grands que nous qui ont fait en sorte qu'on pourrisse, c'est peut-être nous qui font, c'est que les petits pourrissent après. C'est ça. C'est un arbre quand tu coupes pas la mauvaise branche. Tout l'arbre pourrit. Une cité, c'est un arbre. Et on coupe pas les mauvaises branches, on est tous là, donc tout le monde pourrit. Au début des années 90, les choses vont tellement mal qu'il n'y a plus de gardien à la commanderie. J'ai fait du bénévolat pendant 1 an et demi. Et quand le gardien est revenu, il a tenu 1 mois, et même pas. Il avait été agressé aussi par les jeunes. Chose que moi, je n'ai jamais été agressée en 7 ans. Je n'ai jamais été agressée par les jeunes. Jamais. Et quand il est revenu, qu'il a repris sa place, il ne voulait plus rester. Certains copropriétaires m'ont demandé de rester. Et je pense pas que je finirai mes jours là-dedans. Non.
Le jour, ça va encore. Et toi? Ce que ne dit pas Marie-Lou, c'est que la nuit, elle comme les autres, se retrouve harcelée, certains même agressés, voire dépouillés. Je regarde ça, là, voilà. 4h30 du matin. Vous étiez entremaillés comme ça. Comme ça. Et s'il faisait chaud. J'avais cette chaise-là qui était là. Là. Il a grimpé sur la chaise. Il s'est mis comme ça. Et mon mari, il revenait des water. Il a dit, ben, faut pas te gêner, toi. Alors lui, il a regardé mon mari. Et j'ai eu ma petite chienne qui était là. Elle s'est jetée dessus. Et lui, il a vite fait de repartir par là-bas. Vous l'avez reconnu, le garçon? Non, on ne peut pas reconnaître un noir dans le noir. Cette chienne-là, elle nous a sauvé la vie. Elle est encore vivante. Ça fait 4 mois qu'elle est décédée. C'est elle qui nous a sauvé la vie. Et le maire l'a dit, grâce à elle, vous êtes encore vivant. Le maire de Nogent assiste au désastre depuis plus de 30 ans. On dit qu'il n'a jamais rien fait. Il répond que c'est une propriété privée, donc pas de son ressort. La violence, c'est ce qui se manifeste quotidiennement par des jets de pierre, par exemple. C'est aussi un vol de sac à l'arraché, etc., etc. C'est ce que maintenant, dans un langage pudique, on a appelé l'incivilité. Il y a la même violence qui se produit, la presse n'en est pas avare, puisque chaque jour, vous découvrez, même dans les communes les plus reculées, et ne présentant pas de caractéristiques particulières, on retrouve des phénomènes de violence qui se produisent, inexplicables. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas vivre ensemble, alors qu'il faudrait l'inverse. Depuis 1990, la violence urbaine déborde sur toute l'agglomération. Chaque cité est contrôlée par une ou plusieurs bandes. Autour de la vallée de l'Oise, le centre-ville s'appauvrit au rythme des fermetures d'usines. Les magasins autour de la gare formaient un quartier riant. Ils baissent le rideau, accentuant le sentiment d'insécurité. Les bandes, qui étouffent dans leur cité, se croisent obligatoirement au centre-ville. On s'appelait scout à cette époque-là, mais c'est dans les années 90 quand nous, on faisait nos bandes, on allait s'embrouiller avec d'autres bandes. On aimait marcher en bande, juste comme ça. On aimait marcher en bande. Bon, des fois, c'est vrai qu'entre nous, il y avait des flambeurs et tout, mais c'était juste ça. C'était du vide, en fin de compte. Et puis les gens, ils ont pris ça comme je sais pas comment ils l'ont pris. Ça fait commencer à faire des bandes rivales. On s'est fait détester de tous les sens. On va dire par la justice. On va dire, dès qu'il y avait un problème, c'est les scouts. Oh, c'est de leur faute, c'est les scouts, tu vois. Non, mais ce problème-là, c'est que nous, on était solidaires. Et nous, vu qu'on avait notre clan à nous, on était solidaires. Dès qu'il y en avait un qui avait un problème par rapport à d'autres personnes, nous, on se sentait obligés de réagir pour notre pote. Et à partir de là, bon, on s'est commencé à se faire connaître, de la police, de la justice. Et puis après, ils nous ont collé une image. Bon, on est tous des scouts. C'est un scout, c'est un scout, c'est un scout. Voilà, on a fait des choses, on s'est fait tabasser, on a tabassé des gens. La consommation de drogue douce est devenue massive. Tout le monde achète et vend. Les bagarres se concentrent autour de la gare de Creil, car qui tient ce lieu de passage contrôle le gros des ventes. Les enjeux d'argent expliquent le basculement dans l'ultra-violence des jeunes de cette génération. On se réfugie dans son quartier pour éviter les représailles. Les règlements de compte imposent des expéditions punitives, au point qu'un jour, les scouts voient débarquer une bande du plateau de Creil en armes chez un voisin des Lopis. Ils sont venus plusieurs, monter au 2e étage. Ils sont courus pour monter chez Souki, une autre fille qui s'appelle Souki, qui habite au 3e étage. Ils sont venus le trouver et trouver la femme de son frère qui avait un bébé dans les bras. Il est obligé de se sauver, courir pour rentrer dans les toilettes, se cacher là-bas. C'est là que les gens du plateau commencent à tirer. Comment ils sont tirés, et il a tiré sur cet garçon-là aussi. Il avait le fusil de chasse là. Il avait tiré sur le garçon et il avait interdit
Avec quel âge 15 ans. Ils l'ont interdit de venir à Creil, ils l'ont mis à Beauvais des jeunes là-bas. On partait le voir et puis il y a la famille de garçons qui a demandé le dommage intérêt de 10 000 francs. J'ai dit déjà, nous, on n'a pas cet argent-là pour payer. Et les gens là qui quittaient encore dans la loi de français, quelqu'un qui a quitté là-bas de Plateau, venir chercher jusqu'à la commanderie. Vous avez trouvé c'est les gens de la commanderie qui sont torts ou c'est des gens de Plateau? Ils ne sont pas droits, normalement. Éric, comme son frère, va lui aussi connaître des problèmes. C'est pour dire des conneries, c'est un vol à l'arraché, en réunion. Sans agression, on va dire. Agression verbale, mais pas agression... voilà. Mais vous savez, les enfants, même quand tu leur poses des questions, tu demandes, ils ne te disent rien du tout, ils gardent sur lui. C'est ça. Tu ne peux pas découvrir la tête d'une personne, c'est pas comme une bouteille. Hein. Une bouteille, s'il y a quelque chose, on voit que c'est du vin ou c'est de l'eau qui est dedans. C'est ça, quand tu lui demandes quelque chose, il te dit je ne sais pas, ou il te dit ça va, ou même si ça ne va pas, il te dit ça va. Et moi, je m'inquiète trop sur mes enfants. Dès qu'il y a un problème, je sais. Mais ils ne veulent pas me dire. Les familles n'y résistent pas. Monsieur Lopi évite le conflit de génération en laissant son autorité familiale à ses enfants. C'est pas bien pour eux. Ils disent rien, mais... ils gardent, mais c'est pas bien. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est qui est là? Ça va, monsieur Lopi? Ouais. Bien. Au milieu des années 90, la ruine du bassin industriel touche toutes les familles. Après le secteur chimique, c'est le tour du pôle sidérurgique, puis la machine-outil, la petite transformation, et enfin le coup de grâce, avec l'usine automobile Chausson qui disparaît. 5000 emplois rayés de la carte. Moi, ça fait 26 ans que je rate dans cette boîte. J'ai laissé ma soeur, j'ai laissé ma peau. Hein, j'ai 44 ans, j'ai 2 gamins. Hein, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? 44 ans, je suis bon à... Très mal, très mal. Ne vous inquiétez pas. Quelques flammes, signe d'une soirée bien agitée. Il est minuit dans la cité de la commanderie. Le calme est revenu. Eh oui, ça s'est très mal fini, mais pas comme on croyait. L'explosion façon mai 68 a fait place à l'implosion et à l'autodestruction. Désormais peuplée de RMistes et chômeurs longue durée, la commanderie se suicide lentement. Les forces de l'ordre, déjà sur place pour une mission de prévention, doivent intervenir face au cocktail Molotov. Les CRS emploient les gaz lacrymogènes. Les échauffourées seront heureusement maîtrisées peu avant minuit. L'agressivité et les débordements vident la commanderie de tous les travailleurs sociaux. Les médecins ne viennent plus. Ouais, correct. La commanderie fait peur à tout le monde. Les équipes de la BAC, qui sillonnent les parkings, sont les derniers représentants de l'État à venir tous les jours. Ils ramassent régulièrement ceux que les pulsions de mort jettent dehors. On a reçu le contrôle de la commanderie. Ma gueule, je pars. Nous derrière, là, on va prendre, je vais te donner la direction. On fait le tour du rond-point, là. Ouais, le tic, c'est là-bas, c'est derrière une Clio, les ronds-points de la gendarmerie de Creil. Clio vert. Ouais, 16. On renquille la 16, on renquille la 16. National 16, direction quoi, là? C'est qui la voiture? C'est qui la voiture? C'est qui la voiture? Sally est née à la commanderie.
C'est l'aîné modèle. Pourquoi il sauve, le monsieur? Pourquoi on coupe les feux? Son père est un des 5000 licenciés de chaussons. Mais je sais très bien, Bah ouais, mais là, c'est refus tempéré. Sally est resté chez ses parents pour que ses petits frères n'explosent pas. Raté. Son frère cadet vient d'être incarcéré à la prison de Compiègne. Sally a craqué. Pour relâcher la pression, il a pris sa voiture à 3 h du matin et a fait grimper le compteur à 150. À la stack, c'est le chauffeur. Pas de chance, la BAC était là. Sally est un type bien, les policiers le savent. Médiateur dans la compagnie de bus locale, il avait été filmé quelques mois plus tôt par le 20h comme grand frère de référence, quand les statistiques de la violence urbaine surchauffaient la campagne présidentielle de 2002. C'est la catégorie. Envenimé, les jeunes veulent faire entendre parler d'eux aussi. Parce que bon, ils voient dans quel état ils sont, ils voient le ras-le-bol, donc ils agissent, mais mal. Donner des responsabilités, ça forge le caractère. Ça permet d'être exemplaire. La violence, Sally l'a subie comme tout le monde. Non, range-les par deux. J'appelle pas ça un rang. L'été dernier, il s'était fait agresser par un jeune passager sans billet, devenu hystérique lorsque Sally lui demanda de payer son trajet. Donc le steward revient à l'avant du bus et le petit jeune vient le frapper dans le dos à coups de pied. Et il s'ensuit une petite altercation quand même. Il habite où à la commanderie? T'habites où? À côté de Lidl. Tu habites pas à la commanderie, grand? Simbala, t'as fait la bagarre? Ouais, t'as fait la bagarre, regarde. Pourquoi t'as fait la bagarre? C'est pas bien de faire la bagarre, hein? T'as fait la bagarre avec qui? Parle-moi, parle. Quoi? Quoi tu sais pas? À la commanderie, il y a un phénomène qui se passe, et je pense que ça se passe d'ailleurs aussi dans tous les quartiers. C'est on peut être amené à être comme ça, croisé, avoir les bras croisés au milieu d'un groupe. Première vague, peut-être on n'est pas emporté, deuxième vague, on n'est pas emporté, la troisième vague, elle vous emporte. C'est-à-dire on est obligé de suivre le flot. Quoi qu'il arrive, on suit le flot. Et comme c'est un petit quartier renfermé, et qu'on squatte tous au centre nerveux de ce quartier, tout transite. Donc il y a tout qui rentre en compte, tentation, amusement, distraction, vulgarité, tout, c'est le cœur nerveux. Et même si on n'est pas amené à le pratiquer, on finit par le faire. Quel est ce pays qui frappe la nuit, la loi du fort, moi qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, jamais peut-être. Toi, c'est fini? Bravo! Si, tu cartonnes. Mais si, c'est très bien. Ça fait plus de 10 ans que la commanderie a basculé. Parce que déjà, quand je suis arrivé, la commanderie avait déjà mauvaise réputation et était déjà une pépinière de délinquants et de voyous, en quelque sorte. Je ne dis pas ça péjorativement pour les gens qui y habitent, parce que là-dedans, il y a un maximum de braves gens qui habitent là. Mais on a effectivement un noyau très dur qui pourrit complètement, qui a pourri, qui continue de pourrir complètement la vie de ce quartier et les alentours d'ailleurs. Le commandant Benoît est un des responsables de la sécurité publique de l'agglomération. Ce qu'on appelle un bon flic. Voilà, la voiture j'aimerais bien voir. Même les scouts le respectent. La spirale de la violence, il la connaît jusqu'à l'absurde.
Par exemple, une affaire marquante ici, qui m'a personnellement marqué, parce que tellement c'est une affaire dramatique qui était horrible, parce qu'elle a foutu en l'air deux familles d'ici, des braves gens. Donc vous avez un monsieur qui était qui est capverdien, qui rentrait du boulot, qui passait la semaine à travailler comme couvreur sur des chantiers extérieurs, puis qui rentrait le vendredi soir. Après, malheureusement, s'est arrêté dans plusieurs bars, ce qui fait qu'il rentrait copieusement aviné, et en plus une force de la nature. Donc et là, il se fait prendre à partie par toujours le même troupeau de pourrisseurs qui stagnait ici. Donc les insultes fusent, ça en vient à de l'altercation verbale, on en passe au cou. Lui, il a des marteaux dans son sac d'ouvrier qu'il a à l'épaule, les marteaux volent. Il se réfugie dans le hall de son bâtiment, qui était ici dans la barre. Et il prend un marteau et il sent quelqu'un derrière lui. Il se retourne, il attrape la personne qui était là, et là, un coup de marteau, 3, 4 sur le crâne. Il va tuer en fait un brave monsieur turc qui rentrait chez lui en passant par derrière, qui venait de raccompagner des amis, qui rentrait par la cave, qui remontait la cage d'escalier, donc qui est arrivé dans son dos, et l'autre, tellement énervé, il l'a pris, et puis boum, il l'a tué. Bonjour madame. Les fils aînés étaient dans la même classe, à l'école de l'autre côté de la rue. Donc ça a connu son épilogue aux assises où l'auteur a pris 15 ans. Oui, c'est aussi cette affaire, ça résume un peu aussi le quartier. Donc et je suis persuadé que j'espère que les jeunes qui finalement étaient à l'origine, je veux dire, de ce qui s'est passé, j'espère qu'ils ont pris conscience de leur connerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et de ce que ça peut amener justement de se comporter comme ils s'étaient comportés ce soir-là. Ici, vous ne pouvez pas le voir, mais le long du mur, il y a une gouttière qui descend du toit. Et il monte, qui va par terre, bien sûr. Il monte à Mont-la-Gouttière, il trouvait le moyen de s'accrocher et puis de passer par la fenêtre. Alors, il cassait un carreau, la même chose. Alors maintenant, faut qu'il arrache les barreaux de 14. C'est autre chose, hein. Si c'est fermé, c'est tout. Pour voir ce qui est dehors, vous êtes dedans, vous ouvrez la porte. Hein. Mais il y en a toujours une. Tandis que l'ennui des portes blindées, les seules portes blindées, c'est que quand vous ouvrez la porte, comme il faut devenir extrêmement méfiant, vous en avez toujours une, et avec celle-là, on voit à travers. C'est ça qui est intéressant. Moi, je dis qu'il faut qu'il se passe quelque chose quand même, qu'on en sorte. Tu n'en sortiras jamais. Parce qu'il faut qu'il y ait des améliorations de quelque chose. Bon, c'est pas pareil. Entre les améliorations et en sortir, il y a une nuance. Hein. Parce que je pense que même pour les jeunes, je pense que ce n'est pas marrant plus pour eux que nous. Il y a un proverbe qui dit que tu peux espérer toute ta vie. Hein. En attendant que quelque chose se passe, certains à la commanderie s'emparent du vide. Jamel Benkirouf se présente régulièrement aux élections locales, candidat communautariste. Il se fait sa clientèle comme tous les élus du coin, en flattant sa base. Gérant du magasin de téléphone portable du centre-ville, il affiche une réussite plaisante. Il veut être maire de la commanderie. Donc c'est pour ça que la commanderie veut être tu m'excuseras, mais parfois quand on regarde l'état du quartier et comment il est structuré actuellement, parfois les gens de la commanderie se posent la question si en ayant leur autonomie, ce serait pas mieux. Ouais. Franchement, parce que c'est quand même une ville dans la ville, la commanderie, c'est 2500 âmes. On a des villages de 300 habitants. Ben pourquoi je prendrais pas la mairie de la commanderie? Et il y a 300 commerces en sous-sol. En sous-sol? Ouais, dans les garages.
Les tournées de Djamel à la commanderie lui servent autant à jouer les beaux qu'à tenter de régler les problèmes des habitants. Réputé pour sa connaissance des arcanes de l'administration, il sert de soupape et la préfecture ne le décourage pas. Vous êtes noir. Voilà, on n'y peut rien. Voilà. Vous êtes sénégalais, je suppose, jeune homme. Vous êtes Poul ou Yolof? Je n'ai rien contre les Noirs, j'estime que vous êtes une espèce à respecter. On a toutes les nationalités. Ces gens disposent de la bombe atomique. Imaginez-vous. Rien ne m'a. Regardez, en été, ils disent il fait chaud. En hiver, ils ont froid. Hier, quand c'est la Doulou, personne qui venait ici pour le travail a raté la Doulou là. Vous le Doulou. Vous demandez là, qu'est-ce qu'elle a? Y a-t-il un traducteur officiel? Hier, ce soir, 8 heures de Doulou, pardon, Saïd. 8 heures de Doulou sorti là, regarde là. Personne qui arrivait là Il a vraiment cru que c'était TF1 le bonhomme. On va regarder ensemble. Viens, chef, viens. Regardez, viens, chef. Ouais, viens, oui. Personne qui arrivait là, personne qui travaille là ici. Regarde là. Voilà, jusqu'à là. Il y a 8 heures. C'est toi qui habites ici, toi? Non, moi j'habite ici là. Il y a 8 heures ici, Doulou qui sont Vous payez un loyer pour ça, monsieur? Oui. Vous payez combien par mois pour ça, monsieur? 250 € par chambre. Vous avez un bail? On n'a pas de bail. C'est juste comme ça, à l'arrangement. Voilà, et vous êtes sûr que c'est lui qui est propriétaire des murs? Il est là, il est en vacances en ce moment. Mais c'est vraiment lui, c'est un Pakistanais? C'est lui le propriétaire, il vient nous C'est un Pakistanais? Parce que le propriétaire de ces murs, c'est un Pakistanais. C'est un noir. Mais il vous a loué comme ça. C'est un noir, lui. Quand ce n'est pas l'eau des égouts qui remonte, ce sont les canalisations qui déversent les excréments. Chacun rafistole comme il peut. Moi, le train de dégager ici, là. C'est moi qui le nettoie. Bon, viens là, on va filmer ici. Viens là. Attends. Attends, viens. Viens le regarder ici, là. Viens. C'est moi qui le nettoie ici, là. Tout. C'est moi qui veux nettoyer les bâtiments, là. Hein? Bordel. Hein? Comment ça, le bordel, il veut parler comme moi? C'est qui l'a nettoyé ici? C'est moi. Hein? Comment ça? Assieds-toi, calme-toi. Parce qu'avant de mal les bâtiments, et les poubelles, c'est où là? Non, c'est dégueulasse, c'est où? Tous les... C'est moi qui les nettoie tout. Du calmos. Hein? Ouais. Que moi, parce qu'elle a profité, parce que moi j'ai gueulé. Bon, toi tu me connais, c'est différent. Voilà. Bon, ben maintenant tu te calmes. Oui. Tu restes un petit peu ici, tu te calmes, hein? Oui. La commanderie est maintenant une cour des miracles. Terre d'élection des exclus, des sans-papiers et des cas sociaux. Le système du squat généralisé a permis à des réseaux de trafic de main-d'œuvre de rafler une partie du parc immobilier. Ils se dépouillent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appartements qui se sont vidés, qui ont été squattés par des jeunes qui cambriolaient les appartements du dessus ou du dessous, voire même d'en face, pour se meubler, pour meubler les squats. Donc ici, à la limite, le business, il ne va pas être tant par rapport, moi quand je parle de business, on va parler de stup, de cam, etc., que par un business à l'intérieur, vous avez aussi des margoulins qui font des faux bails et louent des appartements vides. Monsieur Ibert, ancien ingénieur de Matra, a investi ses indemnités de départ dans l'achat de 15 logements. Pour ne pas être squatté, il passe plusieurs fois par semaine faire le tour du proprio. Pas de conneries comme ça ici, là. Bonjour, c'est Monsieur Ibert, votre propriétaire. Il n'est pas là, papa? Je peux parler à quelqu'un de la famille? Il n'y a que vous? J'ai racheté un squat à l'État, effectivement, il y a quelques années, et j'ai eu effectivement à négocier avec des gens qui étaient dans une situation de rente, en quelque sorte, puisqu'ils se promenaient pour le propriétaire des lieux, ils faisaient payer
des loyers, entre guillemets, à un certain nombre de locataires. Et même dans certains cas, il y avait, paraît-il, un bail. Et c'était tout à fait ça que me disait l'EDF, par exemple, dans les contrats. Il dit, mais moi j'ai un bail, j'ai tout, je peux absolument rien faire puisque moi c'est un locataire normal. C'était des petits réseaux, mais tenus par un certain nombre de caïds limités en nombre, très limités en nombre, et en général, si j'ai bien compris, bien connus des services de police. Bon, impossibilité de discuter, finalement. On a beaucoup discuté. Impossibilité de négocier. Je pense que c'était pas négociable dans leur tête. Sam le mécano est un squatteur modèle. Ancien SDF, d'origine vietnamienne et malgache, il a trouvé ici cette générosité propre aux miséreux. Et si c'est la vérité, je vous dis ici, c'est une sorte d'une famille que je vis. Quelqu'un qui a faim, il peut passer voir l'autre, l'autre il peut aider. Quand là j'ai faim, je peux descendre, voir mon voisin. Bien, je monte là-haut, il y a manger. Vous voyez? Mais si eux, ils ont besoin de l'huile ou quoi que ce soit, ils descendent, tac, la porte, ça. J'ai besoin de l'huile. Tac. Tiens, prends ça et puis c'est tout. Vous voyez, on vit main dans la main, dans la famille. Et moi, ma vraie famille, il m'a foutu dans la mer. Pendant 5 ans ici, je suis heureux, je suis tranquille. Les enfants du ghetto cohabitent mal avec la cour des miracles, qui les tire toujours plus bas. Mais quand dehors on ne trouve pas sa place, la logique du ghetto reprend le dessus. Quand je ressors du trou, je retourne ici parce que à la base c'est ici que j'ai grandi. C'est mon quartier d'enfance, c'est mon quartier d'adolescence, on va dire. Et arrivé un moment après ma sortie, on va dire une pige après, j'habitais derrière ici. J'ai pris mon appartement tout seul. Enfin, j'étais tout seul, j'étais avec un pote. Je pouvais plus repartir chez mes parents parce que je trouvais que repartir chez mes parents après avoir fait une telle débauche, il n'y avait aucune fierté. L'enfermement mental ou la prison volontaire, comme on veut. Ceux qui pouvaient fuir l'ont fait depuis longtemps. Les autres ne s'échappent plus que par la violence sur eux-mêmes ou sur le voisin. Pour les enfants du ghetto, c'est devenu le loup et l'agneau. Face aux prédateurs, pas le choix. Devenir encore plus violent pour ne plus subir. Il y en a que j'ai connus qui avaient effectivement 14-15 ans, qui commençaient à basculer dans cette... Enfin, qui basculaient dans la délinquance. Je les ai revus plusieurs années après, 10 ans après. Et ces gens-là, et j'en ai même vu, qui pleuraient. Qui pleuraient parce qu'ils avaient réalisé que le piège s'était refermé sur eux et qu'ils ne pouvaient plus en sortir, qu'ils ne savaient pas comment en sortir. Et vous comprenez, monsieur Benoît, j'ai saboté ma jeunesse, j'ai pas fait d'études. J'ai pas de diplôme, j'ai aucune expérience professionnelle, j'ai un casier judiciaire chargé, partout où je vais, je me fais jeter. Je peux pas m'insérer. Donc ils se retrouvent dans une situation, alors qu'ils ont la volonté de s'en sortir, le piège s'est refermé sur eux, ils peuvent pas. Parce que la délinquance, c'est comme dans d'autres activités, comme le sport ou la musique. Pour un qui va réussir, il y en a des centaines, des milliers qui vont rester sur le carreau. Alors quel est leur avenir ? Les scouts sont maintenant des hommes. Ils sont souvent tombés, mais ont échappé au pire. Cet hiver, la mort de l'un d'eux, Moby, tué par un chauffard dans un accident de la route,
scelle la réconciliation des bandes du plateau avec ceux de la commanderie. Ensemble, ils font le tour de Creil et Nogent pour un dernier hommage à leur ami, dans l'indifférence générale. La trêve va-t-elle durer? Les scouts en ont marre de la violence. Ils ont décidé d'assumer leur rêve, la musique. Ils viennent de créer leur propre label de disques et portent un nouveau nom, MGS, pour Mauvais Garçon. Ils ont signé une dizaine de groupes et managent une troupe de breakdance. 3 semaines plus tard, ils décident de transformer un concert de rap local en soirée d'hommage à leurs copains morts. Le talent, il faut maintenant le vendre. Eric, directeur officiel du label MGS, est un peu perdu avec les comptes. Il cherche conseil auprès du parrain du quartier. Et là, depuis 1 an que t'as créé la SARL, y a rien, t'as rien envoyé aux impôts, t'as rien envoyé à l'URSSAF? Non. Non. Et c'est lui là qui doit s'occuper de ça, tu vois. Ah, c'est toi le gestionnaire. On a fait les statuts, tu vois ce que je veux dire, mais il ne se lève pas le matin pour faire sa formation. La seule chose que je regrette, c'est peut-être certaines choses à l'école pour pouvoir, j'aurais peut-être encore mieux maîtrisé. Peut-être qu'on aurait aussi peut-être encore été plus opérationnel sur notre délire à nous. Mais sinon, c'est tout. Sinon, le reste, je n'ai rien à branler. Moi, personnellement. Puisque, bon, de toute manière, même quand tu vas entreprendre, même tu veux travailler pour toi-même, si tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu n'as pas de notion, si tu n'as pas eu un minimum d'apprentissage, tu peux rester avec ton flou sale, mais ça ne durera qu'un moment. Le flouze sale, comme ils disent, ils le fuient désormais. La vie continue. Eric est devenu papa pour la 4e fois. Il a définitivement quitté la commanderie et vit loin de l'agglomération de Creil. C'était moi la dernière, tout ça. Ensuite. Sa femme ne veut pas subir et Eric l'a finalement admis. Elle est forte et sait lui parler comme il faut. Il y a tellement que la voix là. La première. Décidément. Doucement.
Bouge pas. toi. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est moi qui le fais. Petite bouche, voilà. Là, t'es bien là? Il vient de se convertir à l'islam Regarde. et y a trouvé une morale qui l'aide. Ses enfants vont bien. Eric croit enfin en l'avenir. Bah oui, il a la même tête que ton père. Ibé, lui, travaille le jour dans une petite entreprise de BTP pour mieux peaufiner les musiques des mauvais gars du son la nuit sur son ordinateur. Si tu veux, pour moi, c'est comme si tu en monter des escaliers. J'ai envie d'arriver en haut des marches. Et pour y arriver, il me faudra du temps, des années. Je passerai par là, je passerai par tel... Puis voilà, donc je monte tout doucement. Et pour l'instant, vu que j'ai plus rien à faire sur les bancs de l'école, je veux pas rester sur les bancs du quartier, tu vois. Donc je préfère rester sur les bancs, tu vois, les petits bancs comme ça en placo, faire quelque chose, servir à quelque chose, tu vois. En même temps, ça me fait réfléchir, ça me penche un peu vers mes projets, qui est un peu le même principe, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le même principe. En restant ici, ben, je me sers d'ici pour me baser, pour partir de cette même base, mais sur un autre projet. Les mauvais garçons ont investi leurs économies pour produire leur premier CD l'hiver dernier. Les anciens scouts se sont donné rendez-vous à Paris pour voir Zach enregistrer le tube de la commanderie. Vous cherchez l'instru, quoi. Entends pas. Écoute, mais non, il y a pas non, ok. Ouais, alors... Juste, tu mets genre... Non, tu vas pas y porter d'accord, juste tu mets genre... Non, vas-y, écoute, man. Qu'est-ce que tu encore une fois? Il y a le mec du bon. C'est là. Moi j'ai roulé un 25 feuilles. On l'a fait vite fait. Je le tiens ou je le laisse? Non, lâche-le, j'ai pas peur, moi, je suis un bonhomme. Tiens-lui là. Je le tiens là, ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, voilà. Un son bad qui te fait. Oh, j'y cru encore, je vais marcher dessus. T'inquiète. Faut que je fasse des têtes, Zerma, j'ai pas peur, ah ouais. Ah ouais, c'est obligé. Vas-y. Jusqu'à présent, j'ai rien construit. Mais comment veux-tu construire? Y a trop de sirènes, faut construire. C'est nos ancrés criminels instituts. On est connus des keufs jusqu'au bureau du substitut. Ibé y croit. Pourtant, les ardoises sont longues à effacer. Ce matin, avant d'aller au boulot, il fait un crochet par le tribunal de Senlis. De nouvelles, alors je suis venu pour voir qu'est-ce qu'il en était. Par rapport à l'aménagement de peine, c'est ça? Vous avez fait votre requête ou pas? Non, j'avais fait aucune requête. Aucune requête. Parce qu'il y avait un délai? C'est reparti. Hein. C'est-à-dire? C'est reparti pour exécution au parquet. Ah, mais c'est ça. Pas donné de... C'est ça. Et ça va être faire. Donc, comment j'attends tranquillement qu'on vienne me chercher, je fais quoi en attendant? J'ai le droit d'aller travailler. Pourquoi vous n'avez pas fait de demande? Parce que j'ai pas du tout pensé, j'avais plein de problèmes et... La commanderie, elle, n'en finit plus de crever. À coups de feu, juste pour voir des flammes. Les pompiers sont usés. Ce n'est plus un jeu pour personne. Même les plus jeunes, qui ne les caillassent plus. Tout le monde s'en fout. Depuis longtemps, c'est chacun pour soi. Ici, là, déjà, moi, écrit lettre, la police, j'ai dit, trailer cette véhicule. Plus de 6 mois qui est garé ici, en panne, il n'y a pas de propriétaire de cette véhicule. Si un jour, regarde, il a cassé la carreau, et Là, s'il casse comme ça, un jour, il va brûler. Après, il y a dit ici, gaz de colonne, entre le bâtiment, gaz de colonne. La gaz de colonne, si exposé, le bâtiment obligatoire tombe. Voilà, après, nous, qui l'a monté, nous? Comment la vivre ici, là?
La faute, elle revient à tout le monde. Aux résidents eux-mêmes, aux bailleurs, aux non-bailleurs. Que tu sois... moi, je ne vois pas la différence qu'il y a entre un propriétaire occupant ou un locataire. Pour moi, ce sont des résidents. Et ils doivent respecter le bien d'autrui. Ils ne le font pas. Pour moi, c'est la faute à tout le monde. Voilà. Moi, je ne dis pas, mais elle fait des histoires, elle fait beaucoup d'histoires. Moi, à votre place, j'agirais en conséquence et je dirais pourquoi... Monsieur Diamel. Ce que je trouve anormal, c'est comment ça se fait que les jeunes, ils vous visent vous tout le temps. Moi, je m'en fiche des jeunes, moi. Pourquoi vous visez vous tout le temps, systématiquement, vous? Écoutez, ce que je vois, mon mari et moi, on est achetés. Vous êtes d'accord? Vous avez acheté à 200 000 francs et ça vaut 30 000 francs aujourd'hui. Moi, je m'en fiche. C'est la vérité. Je m'en fiche. C'est un logement qui coûte 30, 25 millions, même 30. Oui, mais vous savez que l'année prochaine... Deux habits de la mairie et services techniques, eux, ils veulent l'acheter pour qu'on parte dehors. Moi, je m'en fiche d'eux, moi. Mais non, mais l'année prochaine, on va vous donner un chèque de 40 000 francs, on va vous dire partez, vous ne pourrez rien faire. J'ai rien à foutre, moi, je prends un conseiller juridique. Mais vous gagnerez pas, je m'en fiche. Mais c'est le prix qui est fixé par les domaines. Peut-être, mais si je veux pas signer... Vous signez ou pas, vous serez exproprié. Peut-être. C'est la vérité, il faut pas vous voiler la face. Mais le papier, il sera pas signé. Elle avait raison, Madame Baudet. À l'automne 2002, les pouvoirs publics décident enfin d'agir. Le maire, entouré des responsables locaux, réunit les copropriétaires. Il leur annonce le rachat d'un tiers des appartements par l'État et la commune à un prix dérisoire. Ainsi, on pourra détruire plusieurs bars. Les propriétaires définitivement ruinés en profitent pour régler leurs comptes. Vous savez que la situation de la commanderie est assez difficile pour beaucoup d'entre vous. Il est bien certain que nous ne pouvons pas être inhumains, ça n'est pas dans nos fonctions. Et c'est peut-être pour cette raison que nous avons été retenus au titre de la politique de la ville, de manière à tenter d'améliorer la situation que nous connaissons actuellement. Je veux une vite tranquille, monsieur le maire. J'ai laissé l'appartement pour aller habiter dans un studio de 10 mètres carrés. Je paie 3 000 francs, tellement j'ai eu peur. Ils m'ont tout volé. Ah, c'est squatté? Oui, oui. Ah, mais madame, alors là, c'est très simple. Mais parce que je ne peux pas rester, monsieur. J'ai peur, hein. Je veux venir chez moi, mais j'ai peur. Au moment où moi j'arrivais à la commanderie, c'était pas comme ça. Regardez ici au balcon, qu'on voit là-bas, il n'y a pas de linge qui est pendu. Sinon tu as une amende. Hein? On ne peut pas mettre les poubelles n'importe comment, tu as une amende. Le gardien, il fait le tout, il travaille. Mais est-ce que le gardiennage, c'est bon? Si c'est le gardien qui donne les cigarettes aux jeunes pour fumer, vous croyez que ça peut faire quelque chose à la commanderie? Ah ben moi, je vous pose une question. Vous allez changer ça, d'accord. Mais vous allez changer le gardiennage aussi? Je vous pose la question. Vous dites que je paye les cigarettes. Jusqu'à présent, c'est pas vous qui donnez l'argent pour payer les cigarettes aux enfants. Je peux pas donner Et l'argent. votre propre fils vient rechercher. C'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Quand je suis présente, tout le monde la ferme. Ce qui m'a démonté, c'est que je pars. Je savais. C'est à un moment donné, j'ai dit à Daniel et puis... comment elle s'appelle Claudine, je dis, je vais fumer une cigarette. J'ai dit, si je sors, les langues vont se délier. Et c'est comme ça, c'est parti. Tu vois? Je le savais. C'est pour ça que tout le monde tient à ce que je vienne. Mais je n'irai plus à ces réunions. Alors, ce plan de sauvegarde, dans ses grands principes, comporte la destruction des cages d'escalier F4 et F5. Les autres bâtiments devant être réhabilités ou, pour certains d'entre eux, démolis si on s'aperçoit que la réhabilitation coûte plus cher que la reconstruction à l'état neuf, ce qui n'est pas impossible. Moi, je paye mes charges régulièrement et j'ai payé mes impôts fonciers. Je suis en règle. Je ne dois pas un centime. Et je ne suis pas d'accord qu'on me rachète le logement à 50 000 francs. Il n'y a rien à faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Madame Baudet, il est prévu, nous l'avons annoncé tout à l'heure, que le bâtiment C soit détruit. Mais dans combien de temps? Ben, aussitôt qu'on a fini avec le F, on attaque le C. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Alors donc, vous me mettez dehors, alors?
Non, madame, nous ne vous mettrons pas dehors. Je vous dis, venez nous voir. Il y a un arrangement possible. Peut-être, mais moi je veux savoir ici, devant tout le monde, dans quel bâtiment où je dois être relogé. Pardon? Ça y est, c'est décidé. On va nettoyer. Sam, le mécano, se voit devenir consultant. Essayez de voir si vous connaissez les propriétaires là, Oh, mais elle vient jamais. pour récupérer les cartes grises et que moi je puisse les renvoyer en préfecture. Ouais, vous prends et puis moi je vais remplir les cartes grises. Là c'est pareil pour la BIC. Sam est ravi. Sa petite débrouille et le travail au noir des chômeurs longue durée ne pouvaient plus cohabiter avec les criminels les plus endurcis de la cité. Mais Sam a rêvé. On va tout nettoyer. Et pas que les épaves. Au printemps 2003, les pelleteuses achèvent le travail. Ça ira tranche par tranche. Un gâchis monumental, d'où ne sortent que des familles pulvérisées, qu'aucune condescendance ne pourra jamais réparer. Combien de générations vont payer l'addition? La mort de la commanderie était annoncée dès sa construction. Il aura fallu 40 ans pour donner le coup de grâce. Certains croient que la résidence peut renaître. Pourquoi pas? La violence, elle, ne fera que se déplacer. Regardez, voilà, d'un bloc à l'autre, on a cru résoudre le problème. Vive la République! Et vive la France! Vous avancez. Marilou, elle, continue à soigner les bobos, même si son corps commence à la lâcher. T'engueulais qui? Ils aiment m'appeler. Philippe Sauvage. Depuis le premier coup de pelleteuse, elle n'est plus la même. Elle n'avait plus de voix pour engueuler le président du conseil régional, venu faire sa tournée électorale. Savoir comment il va, puisqu'il est tout seul là. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, ah oui. 3 semaines, tous les jours, le samedi, le dimanche, on pète. Ça fait beaucoup. Merci en tous les cas pour ce que vous faites. Non, merci. Voilà. Viens. Au revoir madame. Bon, alors, et regarde, il y a des arbres superbes là. Oui. Regarde, quand on voit ça, quand on voit la verdure ici. Hein. Tu parles. Ils viennent quand rien ne va plus. Quand tout allait bien, on les voyait pas, mais maintenant rien ne va plus, ils viennent. Parce qu'ils viennent foutre, nous emmerder, c'est tout. Oh, bof. Ils ne connaissent que pour voter, puis c'est tout. Le reste, ils n'ont rien à faire. Oh bah, c'était bien, là. Ah oui, c'était extraordinaire. Extra. Et quand ils viennent, ils vont se faire Et coiffer ici. comment est-ce que ça, comment petit à petit c'est Parce qu'il y a eu des malversations de la part des sociétés civiles immobilières. On a fait ici, à la commanderie, un ghetto. Il fallait dispatcher les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les mettre tous ensemble, toutes les ethnies ensemble. Vous savez comment ils sont? Ils font tout leur business ensemble. Ils n'essayent pas de s'insérer. C'est ça leur problème. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Très bon métier. Très bon métier. Fais attention, Claude. Attention. Je ne sais pas si les systèmes d'éducation spécialisés permettent d'aboutir facilement à la fonction. Non. Et là, vous allez faire quoi là maintenant dessus? Là bah, pour l'instant, rien. On va le goudronner puis on va mettre des rochers parce que c'est devenu une piste pour moto. Il faut qu'ils me relogent, moi. Ça, il n'y a pas à tortiller, moi.
Si j'étais riche, il y a longtemps je serais partie. Je ferais comme les autres, acheter. Mais mes moyens ne me permettent pas, je suis une retraitée de l'administration. L'accumulation d'arnaques, de rancœurs, de carences affectives et éducatives, d'échecs scolaires et professionnels, de chômage et de misère, de prison et d'argent facile ne s'efface pas d'un coup de bulldozer. Les bandes d'adolescents ne sont pas l'origine du problème. Elles en sont la conséquence. Dans les villes du XXIe siècle, qu'est-ce qui va les empêcher de se perpétuer? Rien n'est fatal, sauf quand on laisse la fatalité devenir un destin. C'est ce qu'elle faisait tous les jours. Marie-Lou Chivillo, la gardienne, l'ange de la cité, est morte à l'hôpital de Creil pendant la grande canicule d'août 2003.